Et alors, mesdames, messieurs en salle, mesdames, messieurs qui nous regardez à distance, bon après-midi et bienvenue à cette conférence offerte par le professeur Stéphane Goldsberg, pardon, intitulée La justice entre approche juridique et approche morale. Donc, je me présente, Nicolas Vermez, je suis le directeur du Centre de recherche en droit public et au nom du Centre, j'aimerais d'abord remercier le professeur Goldsberg de s'être joint à nous et d'avoir accepté notre invitation et évidemment vous remercier toutes et tous d'assister à cette présentation. Déroulement de la soirée, comme à l'habitude, pour ceux et celles qui sont habitués à se joindre à nous. Donc, le professeur Goldsberg donnera sa présentation qui durera environ 45 minutes. Puis ensuite, il y aura une période d'échange et de questions animée par mon collègue, le professeur Garon-Sayet. Le professeur Goldsberg m'a mentionné qu'il était bien heureux de prendre les questions durant la présentation. Donc, si jamais vous avez des interrogations pour les gens dans la salle, simplement levez la main comme à la vieille époque. Pour les gens en ligne, vous pouvez simplement écrire votre question dans la liste de discussion et nous en ferons la lecture en temps opportun si évidemment question il y a. Donc, je me permets de prendre quelques minutes pour vous présenter notre conférencier. Donc, Stéphane Goldsberg est professeur à l'Université libre de Bruxelles et chercheur au Centre Perelman. Il est également directeur du Centre de théorie politique de l'ULB et chercheur qualifié FNRS. Il travaille sur la théorie du droit en général ainsi que sur le droit talmudique et la philosophie juive. Sa recherche sur le raisonnement juridique comparé est au croisement de l'histoire et des idées linguistiques et des idées juridiques. Il a enseigné notamment au Parlement européen, au Collège d'Europe, à l'École normale de magistrature et intervient dans des séminaires en français, en anglais et en hébreu. Il est l'auteur d'ouvrages et d'articles portant sur l'argumentation juridique et le droit comparé, dont certains ouvrages que j'ai ici à côté de moi. Donc, je ne vous les nommerai pas, je vais laisser l'auteur vous les présenter dans quelques instants. Et donc, je le remercie encore une fois de se joindre à nous et sans plus tarder, je lui cède la parole. Bonjour. Je commencerai par remercier très sincèrement le directeur Vermès et l'ensemble des membres du centre qui m'ont fait l'honneur de m'inviter aujourd'hui pour animer cette soirée de la justice. Je vais vous parler de théorie de la justice puisque tel est le nom du cycle de cette année, tout en l'abordant du point de vue juridique ou plutôt du point de vue de la théorie du droit, qui est également le nom d'un des cycles de cette conférence. Et pour aborder cette notion de justice, je voudrais commencer par distinguer très sommairement ce qu'on appelle le droit et ce qu'on appelle la justice. En vérité, ce sont des valeurs quasiment divergentes. Vous savez, bon nombre de romans policiers ou de films policiers reposent sur la différence entre le droit et la justice, puisqu'ils reposent sur le fait qu'une décision est rendue qui est dans certains cas conforme au droit applicable, mais qui n'est pas juste. De sorte que le héros du roman ou du film sera parfois un policier, parfois un profane, souvent un justicier. Et le justicier, c'est l'inverse du juriste. Le justicier entend atteindre et promouvoir la justice de manière impatiente, de manière certaine. Le justicier ne se contente pas, le plus souvent, du résultat, même si ce résultat est le résultat prévu par le droit applicable. Donc les théories de la justice relèvent souvent de la théorie politique, mais je vais aujourd'hui essayer de distinguer deux approches de la justice, l'approche juridique et l'approche morale, qui ont donné donc le titre à cette intervention. Et donc, je vais distinguer, ce qui est très classique, deux notions, mais je vais le faire, j'espère, d'une manière pas trop classique. Ces deux notions sont le droit et la morale. Je ne distinguerai pas éthique et morale. Vous m'entendrez tantôt parler d'éthique ou de morale, mais je ne fais pas de distinction.
faut-il distinguer les règles morales et les règles juridiques? Et s'il faut les distinguer, comment les distinguer? J'ai été beaucoup marqué par l'œuvre d'un philosophe contemporain, encore vivant, à la retraite, je crois, qui est Frédéric Schauer. Et Frédéric Schauer a écrit Playing by the Rules, mais également écrit Thinking like a Lawyer. Et dans Pensée en juriste, qui est disponible en français, eh bien, il essaye de mettre des mots sur cette différence. Et vous savez, comme certains auteurs américains, ici je distingue américains et canadiens, comme certains auteurs américains, euh, il connaît bien, mais il connaît surtout le droit américain, et il semble assimiler sans autre forme de procès le droit et le droit américain. Donc, on pourrait s'attendre à ce que sa présentation soit quelque peu provinciale, ou du moins que sa définition, sa description du droit rende compte au mieux du droit américain, mais ne rende pas compte de la multiplicité, de la diversité des droits en général. J'ai pourtant l'impression que la manière, je vais vous décrire, que la manière dont il présente le droit est valable, nonobstant son ignorance des droits étrangers, pour l'ensemble des droits. C'est un claim un petit peu imprudent, mais je crois qu'il ne propose pas simplement une théorie de la justice ou une théorie du droit. De mon point de vue, il met des mots, il nous donne la possibilité de nommer la chose juridique indépendamment, du lieu et de l'époque. Évidemment, ceci pourrait être nuancé, qualified, il y a des différences évidemment, mais je vais tout de suite vous dire comment il décrit ou définit le droit, ou plutôt comme il le caractérise. Il distingue trois traits qui sont typiques du droit par rapport à la morale. Quand je vous parlerai du droit, euh, ayons à l'esprit qu'il s'agit d'une description du droit par rapport ou par opposition à la morale. Avant de parler des distinctions, Aristote nous a enseigné à parler du genre prochain, des similitudes. Ce sont des systèmes normatifs, alors normatifs au sens large, hein, parce que certains utilisent normatif pour dire juridique. Moi, je dis normatif comme adjectif de norme. Donc, ce sont des systèmes normatifs et des systèmes de prise de décision qui concernent les humains. Donc, a priori, beaucoup est partagé entre le système juridique ou la culture juridique et euh, le système éthique, les normes morales, les règles éthiques. Maintenant, ces différences, quelles sont-elles? D'une part, la généralité des normes, d'autre part, l'importance de la formulation des normes, et troisièmement, ce sera le plus important pour nous aujourd'hui, le caractère sous-optimal des résultats juridiques. Le fait qu'au moins certains résultats, outcomes comme il dit, sont sous-optimaux. Je vais expliquer de quoi il s'agit et je m'attarderai davantage sur cette troisième notion. D'abord, la généralité. Il va de soi qu'en morale également, les règles morales ou les principes moraux ont une vocation à la généralité. Bien. Mais il y a quelque chose de plus homogène dans la généralité des règles de droit. Certains auteurs ne distinguent pas règles de droit et règles de morale. Par exemple, Friedrich Hayek parlera souvent de rules of conduct, sans qu'on sache toujours s'il parle du droit ou de la morale. Bon, il s'en sort, Friedrich Hayek, mais de manière très étonnante, il est absent de Playing by the Rules. C'est très étrange, puisque c'est un des théoriciens des règles les plus importants, mais il est complètement absent de débat des analyses de Schauer. Donc, quand Schauer parle de généralité des règles, euh, il veut dire que la règle est censée s'appliquer de manière uniforme, alors qu'en morale, dès que vous avez un principe moral, il est automatiquement corrélé à un autre principe moral qui le nuance et qui donne lieu à un phénomène qu'on rencontre en morale et en droit, qui sont les fameux hard cases, les cas difficiles, les dilemmes moraux ou les cas difficiles qui arrivent aux juridictions
suprême en droit. Donc, quand on parle de règle générale, il s'agit d'une différence de degré avec la morale, mais il y aurait une vocation à s'appliquer de manière plus homogène, et a priori, alors qu'en morale, les principes s'opposent quasiment de manière structurelle, on peut à peine citer un principe moral qui ne soit pas contrebalancé par un autre principe moral. En droit, la vocation des règles est de s'appliquer à l'ensemble des cas. Il existe évidemment des cas difficiles, mais autre leçon de Frédéric Schauer, les cas difficiles ne sont pas à l'image du droit. Les cas difficiles nous renvoient à une image inversée, déformée du droit. D'ailleurs, tous les auteurs s'intéressent aux cas difficiles, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que si on devait enseigner aux étudiants les cas faciles, ce serait encore beaucoup plus ennuyeux. Beaucoup plus ennuyeux. Ça n'aurait en fait pas d'intérêt. Donc on enseigne les cas difficiles, mais Schauer, alors que tout le monde écrit sur les cas difficiles, et Dworkin et Fowler, tout le monde perd mal, lui, il écrit des textes sur easy cases. Et je voudrais plutôt comprendre, ou d'abord comprendre, comment au juste fonctionne un cas facile. Et là, nous pourrons percevoir la nature, j'ose pas dire l'essence, c'est un petit peu désuet, mais la nature du raisonnement juridique et des règles juridiques. Bien. Donc les cas difficiles existent dans les deux types de systèmes, mais ils n'ont pas exactement le même statut. La deuxième caractéristique du droit, c'est pas seulement la forme des règles, pas seulement la formulation des règles, mais l'importance qu'on accorde à la formulation des règles. En philosophie du langage, on distingue parfois une approche transparente et une approche opaque du langage. Pour vous donner un exemple tout à fait simple, euh, si, si je dis « je pense qu'il va pleuvoir ce soir » et que je parie la chose et qu'il ne pleut pas ce soir, est-ce que j'ai perdu mon pari? Si je dis « je pense qu'il va pleuvoir ce soir » et je suis prêt à parier 100 dollars canadiens, c'est un exemple, hein, là-dessus. Il ne pleut pas ce soir. Est-ce que j'ai perdu ou gagné mon pari? Réponse, ça dépend s'il y a un tiers dans la transaction. Pardon? Ça dépend s'il y a un tiers à qui. Partons des cas simples. Il n'a pas plu. J'ai dit, je pense qu'il va pleurer. Est-ce que j'ai gagné mon pari ou je l'ai perdu? Je l'ai perdu. Eh bien, parce que vous avez proposé une lecture transparente de je pense. Et c'est normal. C'est normal. Pourtant, quelqu'un d'un petit peu retors, et je m'identifie parfois au raisonnement retors, pourrait dire non, la phrase était vraie. Si on prend la préface, je pense, de manière opaque, eh bien, c'est elle qui compte. Or, je pensais qu'il allait pleuvoir. Il est plu ou pas ne rend pas fausse la phrase si on pose sur l'énoncé une lecture, si on fait de l'énoncé une lecture opaque. Opaque, ça veut dire qu'on s'attarde à la manière dont sont formulés les énoncés et qu'on ne se rue pas directement vers ce qui manifestement est le but de l'énoncé. Si vous voulez, vous avez la règle et sa raison. La fameuse ratio legis, je ne sais pas comment on prononce différemment dans tous les pays. Ceux qui sont allés en Italie disent legis. En Belgique, on dit legis. Je crois qu'en France, on dit legis. Et au Canada, je pense que c'est légis. Legis. Je m'adapterai avec plaisir. Donc, la règle fonctionne avec sa ratio legis, mais la formulation de la règle n'a pas vocation à être considérée de manière transparente. C'est-à-dire que la vocation n'est pas d'être régie par la ratio legis, mais de voir la règle s'appliquer telle qu'elle est formulée. Et c'est pour ça qu'on verra les juristes s'attarder sur la manière dont sont formulés les énoncés, alors qu'en morale, si vous demandez à quelqu'un quelque chose, eh bien, ce qui compte, ce n'est pas la formulation. S'il y a un repas de famille de fin d'année, vous demandez à votre oncle ou à quelqu'un ou à l'assemblée, est-ce que vous pouvez me passer le solde?
et que d'habitude c'est un oncle ou un cousin, à moins que ce ne soit vous, il y a toujours quelqu'un pour dire non, oui, je peux, mais qui ne coopère pas. Que fait cette personne qui émet donc une plaisanterie? Eh bien, il se comporte avec une demande dans un cadre moral comme s'il s'agissait d'une règle juridique, c'est-à-dire comme si la formulation avait une quelconque importance. Or, c'est par politesse que l'on dit est-ce que tu peux me passer le sel? C'est plutôt que de dire passe-moi le sel, c'est un petit peu plus sympathique, un petit peu plus poli. Et donc, il n'y a pas d'erreur du point de vue moral à s'être exprimé de la sorte. C'est ce qu'on appelle en pragmatique, cette discipline de la philosophie et de la linguistique, ce qu'on appelle la coopération. Coopérer, linguistiquement, c'est passer de, je vais lire en anglais parce que vous allez voir, c'est difficile de lire en français, c'est passer de what is said, formulation, Wortlaut, de la formulation, à what is meant. Passer de what is said à what is meant, c'est ce que font les humains, normalement. Il y a certains troubles mentaux qui sont diagnostiqués par le fait que justement les personnes n'arrivent pas à deviner what is meant, ce qu'on veut d'elles. Par exemple, Temple Grandin, qui est une ingénieure qui a publié des livres sur sa vie et sur son autisme, elle a expliqué qu'elle retenait par cœur, le fait que est-ce que tu peux me donner l'heure veut dire quelle heure est-il? Est-ce que tu peux me donner le sel veut dire passe-moi le sel. Presque par ingrédient. C'est vous dire les difficultés qu'elle a rencontrées, qu'elle a surmontées. Très beau livre, il y a même eu un film que je n'ai pas vu, de Temple Grandin, Ma vie d'autiste. Très beau livre là-dessus, qui illustre le fait qu'elle ne parvenait pas à passer de what is said à what is meant. Dans l'humour, évidemment, je ne vais pas vous raconter toutes les blagues, bien que j'adore raconter les blagues, critiquer les formulations des blagues, mais beaucoup de plaisanteries reposent sur le fait qu'on prend au mot ce qui manifestement devait être compris de manière coopérative. Bien. Donc la formulation a une importance, comme dans quel autre domaine, pas comme en éthique, mais comme en poésie. En éthique, les règles sont formulées de manière à être interprétées de façon transparente. Normalement, quelqu'un qui fonctionne bien d'un point de vue éthique ne s'attarde pas à la manière dont les règles sont formulées. Il doit immédiatement comprendre ce qu'on veut de lui. D'ailleurs, quand vous revenez chez vous, et s'il y a des enfants, et qu'ils ont fait des bêtises qui ressemblent à ce qui était interdit, normalement, sauf si vous êtes particulièrement compréhensif, ils peuvent être grondés. Si on demande aux enfants de surtout ne pas faire tomber le micro, s'ils font tomber l'ordinateur, ou surtout ne pas toucher au verre et ils touchent à tous les autres objets qui ressemblent, si c'était du droit pénal, il serait de stricte interprétation. Mais dans un cadre familial, on impute une responsabilité aux gens qui n'ont pas coopéré, ou en tout cas qui ont fait quelque chose dont on aurait dû comprendre que c'était interdit. Bien, alors qu'en poésie, on peut considérer qu'en poésie, comme en droit, la formulation a une importance. D'ailleurs, me disait un professeur de poétique, c'est la formulation qui a une importance en poésie. Parce que finalement, le message même de la poésie, c'est je t'aime, j'ai peur de la mort, enfin deux, trois autres banalités. Et finalement, ce qui compte, c'est la formulation elle-même. Imaginez si on avait résumé le contenu des poésies, on aurait fait une anthologie de piètre qualité. Ce qui importe avant tout dans la poésie, c'est la forme. Et ce qui importe énormément en droit, c'est la forme. Et ici, il y a une différence qui marque assez fort les traditions juridiques continentales, que j'appellerais pour faire très vite d'origine catholique, y compris le luthéranisme, paradoxalement, et les traditions anglo-saxonnes, que j'appellerais, pour simplifier, d'origine calviniste. Dans les cultures d'origine calviniste, la forme a une importance beaucoup plus grande. Et ceci nous conduit au troisième point, troisième caractéristique du raisonnement juridique, de la règle de droit, c'est le caractère sous-optimal des résultats juridiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous nous attendons à ce qu'au moins certains
résultats, c'est-à-dire décisions, seront sous-optimaux. Si il y a une limitation de vitesse dont le but, pour simplifier, est d'assurer la sécurité, et que un dimanche matin, vous roulez 30 ou 20 miles à l'heure au-delà de la limite, à supposer que vous soyez tout à fait en maîtrise de la conduite, dimanche matin, soleil, personne n'a 2 miles devant vous. Donc, par hypothèse, est-ce que votre conduite est prudente ou pas? Par hypothèse, oui. Or, par hypothèse, la loi vise à assurer la prudence. Eh bien, le policier, qui est conscient de tout cela, est-ce qu'il va tout de même vous donner une amende? Oui. Alors qu'il sait que ce n'est pas le but. Il sait que vous avez, vous pouvez imaginer, qu'il sache que vous avez été prudent. La personne qui reçoit l'amende, est-ce qu'elle va expliquer? Elle peut, on peut toujours essayer de commencer à argumenter. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons complètement assimilé le fait que le droit génère des résultats sous-optimaux. Nous savons que si nous recevons une amende, même si nous étions prudents, c'est la vie. Et je voudrais que nous nous défamiliarisions, c'est un verbe qu'on emprunte aux théoriciens du formalisme russe, défamiliarisation. Je voudrais que nous nous défamiliarisions avec un phénomène qui est pour nous tout à fait habituel. Si nous venions de Mars et que nous voyions, que nous observions, si des Martiens observaient les humains, il s'agirait d'un comportement très curieux. Ils noteraient dans leur cahier, voilà, il y a une règle, on a compris le but, on a bien avancé, et puis le policier donne une amende tout de même, et la personne ne réclame pas, et ceci à une échelle, comment dire, extrêmement fréquente. Ça ne veut pas dire que l'ensemble des règles, l'ensemble de l'application des règles sont des résultats sous-optimaux, ce n'est pas ça. Mais pour chaque règle, nous nous attendons et nous acceptons d'emblée une part de résultats sous-optimaux. Parfois, on ne les accepte pas. Et Schauer et tout le monde, même les plus formalistes des auteurs, même Antonino Scalia, qui se réclame du formalisme, acceptent que parfois il faut écarter une règle. Si vous voulez, il n'y a pas de théoricien, à ma connaissance, qui considère qu'il ne faut jamais tolérer de résultats sous-optimaux. Et il n'y a pas non plus de théoricien qui considère qu'il faut toujours appliquer la règle telle qu'elle est formulée. Je n'en connais pas. D'où le dialogue un petit peu musclé, parfois, comment dire, oui, musclé, c'est bien, que j'ai avec un auteur comme Perelman, qui est décédé, mais c'est que souvent, lorsqu'il critique son adversaire intellectuel, il le critique sous des traits d'un formaliste qui appliquerait de manière mécanique les règles. Il a raison de rejeter cette approche. Mais est-ce que quelqu'un au monde répond à ce portrait robot? Est-ce qu'il y a un juge ou un théoricien du droit qui a considéré qu'il fallait toujours appliquer les règles, quel qu'en soit le coût? Je n'en connais pas. Et si vous prenez Scalia, qui se réclame du formalisme, je ne parle pas tant de ses décisions que de son livre Reading Law, qu'il a coécrit. Évidemment, très souvent, il va considérer que la règle est claire et donc qu'il faut l'appliquer sans l'interpréter, même si le résultat est injuste, très souvent. Mais il rapporte des cas où même lui, sur l'échelle du formalisme, il est tout en haut, même lui considère qu'il fallait écarter la règle, parce que ce serait absurde. Alors, absurde et injuste sont les adjectifs que l'on assigne au résultat que l'on veut écarter. Maintenant, le caractère sous-optimal du système juridique, décision juridique, judiciaire, sous-tend, comme on le disait tout à l'heure, toute une littérature. Et quand on parle du justicier qui va venir corriger le résultat quelque peu injuste, quelque peu absurde généré par le système lui-même,
eh bien, on pourrait caractériser cette approche en termes de romantisme. Et nous avons depuis le 19e siècle, mais jusqu'à Perelman et Dworkin, et jusqu'à aujourd'hui, un romantisme qui inspire, qui meut Perelman, un romantisme, une nostalgie de la décision juste. Et évidemment, c'est extrêmement louable de désirer la justice, de promouvoir la justice. La difficulté tient au fait qu'il existe il existe parfois un décalage entre la décision qui est générée par le système et une décision qui serait véritablement juste. Et c'est cette discrépance-là qui nourrit tout le romantisme juridique. Quand vous prenez Les Misérables de Hugo, qu'est-ce que c'est finalement? Sinon l'histoire de quelqu'un qui est puni pour avoir fait quelque chose qui nous semble juste. Voler du pain, c'est pas ça qui nous semble juste, mais voler du pain pour nourrir ses sœurs affamées, bon, sauf si vous êtes vraiment sans cœur, on considère qu'en un sens, il y a une justice qui meut Jean Valjean, et le lecteur le prend en sympathie tout de suite. En fait, euh, tous ces personnages-là nous sont extrêmement sympathiques. En revanche, les juristes ont une très mauvaise réputation dans la littérature, même pas depuis chez Luther, évidemment, c'est pas de la littérature, mais d'une manière assez générale au XIXe siècle et encore aujourd'hui, sauf évidemment les juristes qui sont des justiciers, ou alors qui sont particulièrement intelligents. Vous aurez des héros, si vous voulez, même parmi les juristes. Donc ces trois traits-là, à mon avis, caractérisent bien les règles de droit par opposition à la morale. Les principes moraux sont plus vagues, au sens de Dworkin, des principes juridiques. Ils couvrent beaucoup de cas, mais ils n'ont pas vocation à couvrir tout, et on ne sait pas in abstracto lequel des principes moraux il faudrait appliquer. Deuxièmement, les règles de droit importent, ou plutôt la formulation des règles de droit elles-mêmes importe. Troisièmement, les règles de droit génèrent au moins certains résultats sous-optimaux. Donc en fait, la poursuite de la justice, elle est sous-tendue d'une part par cette quête éperdue de justice que j'ai appelée romantique et que je salue d'un point de vue moral, y compris d'un point de vue juridique, mais qui a tendance à nous faire oublier l'intérêt, si j'ose dire, des résultats sous-optimaux. Évidemment, un résultat sous-optimal, c'est un résultat qui est mauvais, pour le dire simplement. Donc, il n'y a aucun intérêt à ce qu'un résultat soit mauvais. Mais en droit, si vous voulez perfectionner la qualité des décisions, pas les perfectionner en partie, les rendre parfaites, eh bien, vous allez tordre, je l'utilise de manière neutre, vous allez tordre les règles jusqu'à ce que, par hypothèse, chaque décision soit la plus juste possible. Si vous souhaitez obtenir ce résultat-là, imaginons que ce soit possible. Eh bien, vous battez en brèche un autre principe, qui est la prévisibilité du droit. C'est-à-dire, si vous voulez des décisions qui soient optimales, tout ce que vous gagnez ici, vous le perdez ailleurs. Or, en droit, et en particulier en common law, je crois partout, je crois que c'est assez largement partagé, une grande valeur est accordée au fait que le droit soit prévisible. Donc, même à supposer, ce qui n'est pas le cas, que l'on puisse générer des résultats optimaux, en vérité, on dénature le système, ou en tout cas, on perd énormément au niveau de la valeur centrale de la prévisibilité du droit, de la sécurité juridique, qui permet à chacun de planifier nos actions. Évidemment, le cas le plus marquant, c'est l'entreprise, je ne vais citer personne, mais l'entreprise qui recrute de bons avocats pour planifier ses actions et qui contourne de manière licite, il existe tout de même un contournement licite de la loi, qui contourne de manière licite, sans évasion fiscale, je parle de contournement de la loi fiscale,
qui contourne de manière licite la loi fiscale et qui optimise pour le coup son patrimoine, eh bien, je ne sais pas quel est votre sentiment, mais je crois que beaucoup de gens sont écœurés à l'idée que certaines entreprises parmi les plus prospères ne payent pas d'impôts, ou que certaines personnes, les plus riches, ne payent pas d'impôts. Nous avons un sentiment d'aversion assez intense, à moins que ce soit notre cas à nous-mêmes. Alors on comprend, disons... Pas dans la salle ici. Mais finalement, qu'est-ce qu'on reproche à cette personne ou à cette entreprise? De se gaver, de, 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 de ne pas se montrer solidaire. Mais pour le dire autrement, d'avoir, je ne vais pas le dire en français, mais played by the rules, d'avoir loué le jeu des règles du droit. Puisqu'en droit fiscal, à ma connaissance, il n'est pas interdit de contourner de manière licite la loi. Et ici, on peut distinguer le droit fiscal du droit de la concurrence. Il existe dans plusieurs pays, en droit de la concurrence, des règles qui interdisent quoi? De contourner la loi. Et qu'est-ce que ça nous dit d'une branche du droit ou d'une culture juridique que on adopte des règles, et donc, voilà, faites vos jeux, faites du mieux que vous pouvez avec ces règles, voici les règles applicables, transgressez pas ces règles, et on ajoute, et vous ne pouvez pas non plus jouer. Vous ne pouvez pas non plus contourner ces règles-là. C'est-à-dire que c'est passé relativement inaperçu, mais il y a cette branche du droit, le droit de la concurrence, a été extrêmement moralisée. Je ne dis pas que tout se passe bien dedans, mais le législateur a voulu, en un sens, éviter ou minimiser les résultats sous-optimaux. Mais qu'est-ce qu'on perd? On perd en prévisibilité. Imaginez que vous deviez planifier votre action. Vous savez, en droit de la concurrence, vous pouvez recevoir une amende pour un comportement qui n'est pas concerté. Qui n'est pas concerté avec une autre entreprise, simplement parce que le comportement avait pour objet ou pour effet d'échapper aux règles du marché. Donc même si par hasard quelqu'un se comporte d'une certaine manière qui a pour effet de nuire à la concurrence, il pourrait être puni. Donc le droit de la concurrence est une branche, en tout cas dans certains pays, qui est moins typiquement juridique que d'autres branches. Parce que d'habitude, eh bien, on nous donne le droit applicable et puis on est censé se débrouiller, évidemment. Si on transgresse, on sait à quoi s'en tenir. Si on respecte, il n'y a pas de problème. Si on a l'inventivité, je le dis, c'est un petit peu positif, dans certains cas c'est un petit peu choquant, mais de contourner, bon, ben, quand bien nous fasse, alors on aura une mauvaise réputation, mais a priori, il existe au moins un contournement licite en droit pénal, en droit fiscal, et en droit de la concurrence, tout à coup, le législateur entend optimiser, échapper à cette caractéristique qui, pour Schauer, est inhérente au droit, à savoir que pour chaque règle, il y aura, et nous l'accepterons, certains, il dit some, au moins certains résultats sous-optimaux. Vous savez, quand Leibniz a entendu rédiger un code qui, enfin, mettra un terme à toutes les interprétations du droit et à la diversité des sources du droit. La doctrine, la jurisprudence, ça l'énervait passablement. Et Leibniz a accompli beaucoup de choses. Il nous a donné la méthode, enfin, il a annoncé, il a esquissé la méthode pour rédiger un tel code. Un code qui soit enfin exhaustif et clair et qui rende inutile les autres sources du droit. Il n'a pas rédigé ce code. Alors, les plus leibniziens d'entre nous diront, il n'a pas eu l'occasion, mais quelqu'un comme Leibniz aurait pu le faire. Lui, il aurait pu le faire. Avec tout le respect que j'ai pour mes collègues leibniziens et pour Leibniz, je crois que c'était impossible, pour des raisons structurelles. Des raisons qu'on a d'ailleurs abordées en passant. C'est que c'est un problème, si vous voulez, d'ingénierie. Vous ne pouvez pas maximiser tous les paramètres.
De même que si vous fabriquez une voiture, vous pourrez fabriquer la voiture la plus rapide, ou bien vous choisissez de fabriquer la voiture la moins chère, ou bien la plus facile d'utilisation, ou bien la moins polluante. Mais il ne sera pas possible de fabriquer une voiture qui soit à la fois la moins chère et la plus rapide et la moins polluante. Et la quatrième caractéristique que j'ai oubliée. C'est impossible pour des raisons structurelles. Il en va de même du droit. Si, comme les Allemands, vous ne vous satisfaisez pas, si vous ne vous contentez pas du Code civil, comme au début du XIXe siècle, et que vous prenez près d'un siècle pour rédiger un code, le BGB, le Code civil allemand, qui entre en vigueur en 1900, oui, il est plus précis, plus exhaustif, mais il a perdu en maniabilité et en élégance. Je crois que c'est impossible. Eh bien, d'une manière plus générale, en droit, euh, il est impossible de d'échapper à ce trait inhérent aux règles de droit, à savoir le fait de générer des résultats sous-optimaux. Et si on essaye, on l'a vu, on perd en prévisibilité. Mais plus généralement, si on inscrit ce phénomène-là, ce désir tout à fait louable de justice et donc d'optimalisation des résultats juridiques, eh bien, on peut penser aux grandes religions qui se réclament d'Abraham et qui toutes sont guettées par quelque chose qui sera considéré souvent comme une hérésie. On peut résumer sous le terme de millénarisme ou de messianisme, c'est-à-dire une volonté de précipiter ici-bas le royaume des cieux. Une volonté de précipiter l'advenu d'un monde parfait. Ça finit d'habitude dans le sang. D'accord? Donc le droit n'est pas parfait, mais je crois que c'est un moindre mal. Dès qu'on a voulu précipiter, et je ne donnerai pas trop d'exemples pour ne pas froisser ceux qui adhèrent à certains messianismes sécularisés, mais dès qu'on a voulu précipiter ici-bas le royaume des cieux, enfin faire advenir non pas un bon droit, non pas un droit meilleur, mais un droit parfait, une société parfaite, eh bien, ça a, à ma connaissance, toujours mal fini. Donc, vous trouverez, premier chapitre du prophète Isaïe, une critique très forte de la manière dont le droit est appliqué. Appelons cela un antiformalisme. C'est un antiformalisme. Donc, Isaïe fait dire à Dieu, je ne veux plus de vos sacrifices parce que vous les apportez, mais vous le faites de manière hypocrite ou incomplète ou immorale. Bref, c'est une critique. C'est une critique que j'appellerais interne. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un système juridique, comme le bateau en mer qu'on répare en mer, eh bien, il est tout à fait normal, dans tous les droits, y compris les droits les plus conservateurs, d'améliorer le droit de l'intérieur, notamment en important une institution d'une autre culture. On a toujours fait, les grèves juridiques ont toujours existé. Jésus, dans l'Évangile, critique, donc se réclame d'Isaïe et critique également la manière dont le droit des pharisiens est appliqué. Et le mot hypocrite revient assez souvent. Et puis vient Paul. Et je crois que les gens ne mesurent pas suffisamment ce que Paul a fait à l'Occident, c'est-à-dire ce qu'il a fait au christianisme et à l'Occident, c'est-à-dire qu'il a mis au point un nouveau système. Isaïe, donc c'est l'Ancien Testament, Jésus, les évangiles, procède à une critique interne. Jésus dit, je ne retirerai pas un iota à la loi. Autrement dit, je vais respecter le système, mais je voudrais corriger toutes sortes de choses à l'intérieur du système juridique. Paul introduit une révolution. Vous savez, la Révolution française, c'est très importante pour les Français, mais même encore en dehors, finalement, c'est la transformation d'un système juridique en un autre système juridique. On peut décrire la Révolution française comme un bouleversement des sources du droit. On a réaménagé les sources du droit. On est passé d'un droit à un autre. Ce que Paul fait, notamment par le verset dans la seconde épître aux Corinthiens, la lettre tue, l'esprit vivifie.
verset qui sera compris parfois comme passons-nous de la formulation des règles, atteignons directement la ratio legis, poursuivons directement la justice, lisons de manière transparente la règle, puisque ce que nous devons comprendre et appliquer, c'est sa raison, ce n'est pas la règle, surtout depuis l'advenue du Messie reconnu dans le christianisme. Du coup, la parenthèse, si vous voulez, juridique est fermée. Je ne savais pas que j'allais parler autant de religion, mais vous allez voir le lien qui est, à mon avis, central. Paul entend revenir à Abraham, c'est-à-dire avec la justice. Et la parenthèse juridique ouverte avec Moïse, qui reçoit la loi vraiment, traduite en grec par nomos, alors que Torah c'est plus large, eh bien cette parenthèse qu'il appelle pédagogique est clôturée avec, euh, avec l'incarnation, enfin, disons avec Jésus pour faire simple, avec Jésus. Bien. Et donc Paul propose une révolution encore beaucoup plus grande, plus cosmique que la Révolution française. Cette Révolution française passait d'un système juridique à un autre. Bon, c'est une sacrée révolution, un sacré changement, mais on restait dans un passage d'un droit à un autre. Avec Paul, on passe d'un système juridique qui a été critiqué par Isaïe, par Jésus, par plein de gens de manière interne, à un système post-juridique. C'est une morale. Le christianisme, dans une très large mesure, ne lit plus les règles de la Bible hébraïque comme étant applicables. Il en conserve une partie. Une série de règles qui sont conservées dans le christianisme. Il y a des règles qui sont même ajoutées. L'interdit de la polygamie est ajouté, ou du divorce. Mais d'une manière générale, si on prend, je triche un peu, mais si on prend quelques exemples, soigneusement choisis évidemment, on a l'impression, les interdits alimentaires, on a vraiment l'impression que dans le christianisme, ce qui compte, c'est la ratio legis. Ce qui compte, ce n'est pas de manger ceci ou cela, c'est de comprendre pourquoi, pendant des siècles, on a demandé de se priver de tel aliment. Mais une fois qu'on a compris ça, il n'y a pas de contradiction à consommer un sandwich au jambon. C'est-à-dire, un curé qui consommerait un sandwich au jambon n'est pas en contradiction. Pourtant, il adhère à la Bible hébraïque qui contient l'interdiction de consommer du cochon. Il n'est pas en contradiction. Pourquoi? Parce que la lecture qui est faite dans le christianisme de ces versets juridiques est une lecture morale, éthique, post-juridique. Sinon, ce serait un scandale quotidien. Mais ce n'est pas un scandale quotidien. Il n'y a pas de contradiction du point de vue chrétien. À adhérer à un verset qui est lu de manière juridique, encore par les Juifs, et qui est lu de manière post-juridique dans le christianisme. Et donc l'Occident est la combinaison d'une religion attention, c'est encore un vilain mot, déjuridicisée, une religion dont le droit a été quasiment amputé, et d'un droit, le droit romain, là je résume rapidement le texte de Schiavone, Ius, d'un droit romain sécularisé. L'Occident est le fruit de cette combinaison, une religion sans droit et un droit sans religion, de sorte que, eh bien, le droit lui-même occidental, y compris anglo-saxon, occidental au sens large, est traversé par une ambivalence par rapport au droit. D'un côté, les juristes sont formés au droit, ils sont formés surtout par des juristes, c'est-à-dire que les historiens du droit, par exemple, sont des juristes plus que des historiens, souvent. D'un autre côté, nous avons en Occident un désir de justice très fort, puisque la religion qui sous-tend la culture de l'Occident est une religion qui promeut abondamment la justice. Le christianisme exige de promouvoir la justice et s'accommode du droit. C'est quand même très différent. Le judaïsme et l'islam sont des droits, le christianisme s'accommode du droit, il refuse l'anarchie. Donc il demande aux fidèles de respecter le droit, et d'ailleurs un droit qui n'est pas forcément chrétien, c'est un droit extérieur. Donc nous sommes aujourd'hui, à mon avis, dans une situation où notre désir de justice est souvent frustré par l'existence d'un droit avec lequel nous entretenons une relation ambivalente. Pourquoi? Notamment, ce n'est qu'une partie du système, mais notamment parce que dans l'Occident chrétien, eh bien, nous avons appris, tout de même depuis 2000 ans, à ne pas nous contenter des résultats sous-optimaux.
et à nous montrer relativement impatients quant aux résultats sous-optimaux. Donc, quand le notaire, enfin, pas le notaire, quand le juge ou le juriste nous annonce que c'est dur, mais c'est la loi, que la loi est dure, mais c'est la loi, vous avez quasiment un scénario déjà prêt pour écrire une histoire policière. Mais cela ne nous satisfait pas beaucoup. Et le fait que le droit soit enseigné dans des facultés différentes n'aide pas, évidemment, puisqu'en droit, on peut l'assimiler, encore que ce n'est pas toujours facile, le caractère sous-optimal des règles, mais en dehors du droit, c'était en philosophie, en littérature, vous savez qu'on ne suit pas une heure de droit dans beaucoup d'universités. C'est-à-dire que nous sommes complètement dissociés dans la culture occidentale du droit. Et donc, nous entendons poursuivre immédiatement la justice, et le droit est souvent vécu comme un obstacle, comme quelqu'un que vous ne vouliez pas voir venir à votre soirée d'anniversaire. Il vous gêne parce que vous voulez directement atteindre la justice, et nous sommes donc, je crois, un petit peu fâchés avec le droit. Et ce que Schauer essaye de faire, enfin, à mon avis, ce qu'il a réussi à faire, c'est mettre des mots sur l'ensemble des théories juridiques. C'est-à-dire, si vous acceptez l'idée, moi je crois l'avoir vérifié, mais vous pouvez trouver des cas qui contredisent, et puis je serais très heureux d'amender ce que j'ai dit. Mais si on admet l'idée que les deux thèses extrêmes n'existent pas, c'est-à-dire la thèse qui voudrait un résultat optimal chaque fois, et d'autre part, la thèse formaliste dure, donc l'antiformalisme absolu n'existe pas, et le formaliste absolu n'existe pas non plus, celui qui voudrait appliquer la règle toujours, telle qu'elle est formulée, quoi qu'il en coûte. Si nous admettons que ces deux extrêmes n'existent pas, finalement, Schauer décrit non pas le droit américain, enfin, il le décrit aussi, mais il donne des outils pour comprendre la manière dont les controverses s'articulent à l'intérieur du droit. Et finalement, la différence qui opposera les formalistes et les non-formalistes sera une question de degré. La présomption sera qu'il faut appliquer la règle telle qu'elle est formulée et pas autrement qu'elle est formulée. Cette présomption, je crois, existe partout. En revanche, cette présomption est réfragable. Et elle l'est, je pense, partout. J'avais vérifié, par exemple, dans les théories musulmanes médiévales, dans les courants, il y a certains courants qui sont particulièrement littéralistes, les courants les plus littéralistes de l'islam médiéval envisagent explicitement la possibilité de renverser la présomption, c'est-à-dire d'écarter l'application d'une règle de droit. Si ces deux extrêmes n'existent pas, ce qui oppose les auteurs finalement, c'est la force de la présomption, c'est-à-dire la manière dont on peut, dans quel cas on peut renverser la présomption, c'est-à-dire dans quel cas on peut écarter une règle et ne pas l'appliquer. Donc l'approche juridique et l'approche morale sont intriquées dans la question de la justice. Manifestement, aucun système juridique ne sera en mesure de nous contenter absolument, parfaitement, dans la recherche de justice. La morale le peut, mais la morale ne peut pas gérer des catégories aussi générales que les catégories juridiques. Donc, mauvaise nouvelle, enfin, c'est un spoiler, mais mauvaise nouvelle, je ne crois pas qu'il sera possible, pour des raisons structurelles et pour les raisons que j'ai essayé de développer, d'atteindre la justice chaque fois, mais cela ne signifie évidemment pas que des aménagements plus ou moins locaux, plus ou moins marginaux, y compris des révolutions françaises, sont possibles, sont même souhaitables et nous rapprochent un petit peu d'une justice parfaite sans jamais l'atteindre. Et heureusement qu'on ne l'atteint pas, non pas que je ne désire pas un monde parfait, mais pour les raisons structurelles qu'on a développées, notamment avec Leibniz, les tentatives de rendre parfait le système juridique ne conduisent pas, à ma connaissance, empiriquement et structurellement à la justice, mais versent plutôt dans l'injustice. Je vous remercie.